Amélie de Montchalin est candidate à sa réélection dans la 6e circonscription de l'Essonne. Elle est arrivée 2e au premier tour avec 7 points de retard par rapport à son opposant. Depuis dimanche, Amélie de Montchalin, qui joue son poste de ministre dimanche, est sur le pont. Sur les plateaux télé, elle affirme d'abord lutter contre l'extrême droite. Notre position est très claire. Non, pas de voix à l'extrême droite. Donc, et pas de voix à Marine Le Pen, mais pas de barrage à Jean-Luc Mélenchon. Pas de voix aux anti-républicains. Pas de voix aux anti-républicains. Et oui, quand des hommes comme Fabien Roussel, de manière courageuse d'ailleurs, se sont éloignés du programme de Jean-Luc Mélenchon, on peut les soutenir. Mais elle a aussi des mots très forts contre la NUPES. Ils veulent au fond l'anarchie, le désordre, la soumission. Et Mélenchon, on le sait, son objectif, c'est le désordre. Hier, nous avons eu une participation qui était très faible. Ça ouvre un boulevard à ceux qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême gauche. Alors, on a voulu savoir si c'était ça aussi son argumentaire en campagne sur le terrain. Et quand on a pris attache avec son équipe, personne ne nous a répondu. Du coup, on s'est rendu à Palaiseau, où on l'a retrouvée à un point presse auquel on n'était pas invité. Et bingo, revoilà l'anarchie. L'anarchie, dans la rue, ça veut dire le désordre. J'assume totalement de dire que quand vous avez dans votre programme une mesure qui s'appelle l'amnistie générale, des manifestants, les gilets jaunes, amnistie générale, ça veut quand même dire que globalement, demain dans notre pays, on peut saccager les vitrines, s'en prendre à des forces de l'ordre et n'avoir aucune condamnation. Moi, je trouve ça s'appelle l'anarchie. L'extrême gauche, j'assume, quand vous dites que la police tue. C'est parti pour le tractage dans une rue commerçante. Qu'est-ce qu'Amélie de Montchalin dit aux gens pour les convaincre? Difficile de le savoir. Dans les magasins, on nous demande de garder nos distances. Bonjour madame, est-ce que je peux vous déranger? On va vous laisser là, voilà. On va être filmé, les salariés, les présidents. Ce que ça veut dire. Et il y a des gens qui me suivent beaucoup, mais ce qui compte, c'est, vous voyez, ce qu'on dit nous. Ouais. Alors vous voyez, je suis très accompagnée par plein de gens qui s'intéressent beaucoup à notre élection. On a quand même réussi à capter quelques échanges et le mot d'ordre, c'est la mobilisation. Voilà, on a un vrai sujet de mobilisation, parce qu'on a la moitié de la population qui ne s'est pas déplacée pour voter. Tout à fait. Et puis on a des soutiens, je crois, au président qui n'ont pas encore été mettre leur bulletin dans l'urne. Et surtout, ce qui compte, c'est que vous mobilisiez autour de vous des gens qui n'ont pas voté, des gens qui se posent des questions. Mais aussi le péril rouge. M. Guedj et M. Mélenchon n'ont pas du tout les mêmes priorités pour notre pays, ni pour votre pouvoir d'achat, ni pour l'or, ni pour la sécurité. Voilà, je vous laisse ça. Merci. Quand on l'interpelle dans la rue, c'est soit en coup de vent. Bonjour monsieur. Ah, bonjour madame. Soit pour discuter du bilan du premier quinquennat. La seule chose qui vous sauve, c'est que je ne supporte pas Jérôme Guedj. Pour le reste, comment voulez-vous qu'on fasse confiance au ministre qui a fermé Fessenheim? Mais alors vous savez pourquoi on a fermé Fessenheim? Parce que 5 ans de non-maintenance à Fessenheim, et aussi la centrale qui avait le moins bon ratio coût mise en sécurité, vu 5 ans, et c'était le choix politique du précédent gouvernement, de non-investissement. Donc, mais merci en tout cas. C'est un mensonge flagrant. Non, ça c'est pas un mensonge, bon, merci. Est-ce que être ministre et donc comptable du bilan d'Emmanuel Macron, ça vous pèse? C'est un inconvénient pour vous? Je peux vous dire que c'est tout l'inverse. C'est que moi je suis très fière de dire que pendant 5 ans, grâce à l'action du gouvernement et que celle que j'ai pu mener ici, on a un hôpital qui va ouvrir sur le plateau de Saclay, on a des policiers de plus dans les différents commissariats, d'ailleurs je vais rejoindre le maire sur ce sujet, on a 11 000 apprentis en Essonne, là où on avait la moitié il y a 5 ans, on a fait des pistes cyclables, on a dédoublé les classes. Moi ce bilan je le porte et je l'assume. Après quelques questions, on est prié de laisser la ministre faire campagne, car visiblement, on la dérange. Je vous reposerai 2-3 questions si ça vous dérange pas. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais là, c'est vrai que j'ai quand même du mal à faire du coup ma déambulation, mon porte-à-porte. Mais on va y arriver. L'autre argument pendant ce tractage, c'est la venue à Palaiseau d'un invité surprise. Il y a Bruno Le Maire qui vient ce soir à 19h sur la place de la Victoire. Donc si vous n'avez plus de café à prendre à 19h, il sera ravi que vous soyez là. Tout à l'heure, vous mettiez en avant la venue de Bruno Le Maire. J'ai vu que sur votre compte Twitter, vous aviez aussi relayé une vidéo de Jean Castex. Oui. Vous mettez tout ce qui est possible pour gagner. Oh bah, Jean Castex. Est-ce que c'est un peu la panique? Est-ce que vous avez peur de perdre? Alors moi, le sujet, c'est pas la peur de perdre. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il devient pour le pays.
Et puis Bruno Le Maire, il a aussi fait beaucoup de déplacements, je crois que c'est son 25e ou 26e déplacement. Et je l'avais invité il y a quelques semaines pour qu'on puisse faire un événement à l'entre-deux tours. Vous jouez beaucoup quand même dans cette élection, vous jouez votre place de ministre. Alors c'est pas un jeu, vous savez, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Dans le sens, c'est en jeu, c'est un enjeu pour vous. Eh ben, c'est un enjeu pour les Français, ça je peux vous le dire, parce que c'est sûr que si demain on organise l'appauvrissement général du pays, oui je pense qu'il y a beaucoup en jeu. Mais là je vous parle de vous. Vous pouvez potentiellement perdre votre place de ministre dimanche prochain. Et honnêtement, vous voyez, moi depuis 5 ans, je suis au service de ce territoire. Mon métier, c'est pas la politique. Moi, je suis là au service d'un projet pour avoir des résultats. Et donc, la démocratie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et moi, je pense que ce qui compte dans cette élection, c'est de convaincre, c'est d'échanger. En pleine interview, on est à nouveau interrompu par son conseiller, car après le tractage, c'est l'heure du porte-à-porte. Et là encore, on dérange. Voilà, et maintenant on va commencer le porte-à-porte. Donc du coup, en fait, on a une petite religion sur le porte-à-porte, c'est que les gens, souvent les caméras, c'est compliqué. Madame, bonjour madame. Donc on va le continuer sans caméra, le porte-à-porte. Mais moi j'ai besoin de faire une interview avec Madame de Montchalin. Bah là vous l'avez faite, ça y est. Bah non, j'ai d'autres questions à lui poser. Mais là vous avez posé 5 questions, moi je pense que c'est bon. Bah moi je pense pas, et j'ai une ou deux questions à lui poser. Là... Notamment sur les consignes de vote. Ah, alors on peut faire une question consigne de vote. Amélie, une consigne de vote, une dernière. Ah là oui, pour les consignes de vote et l'anarchie, elle a le temps. Vous dites que la NUPES, ce sont des anarchistes d'extrême gauche. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Alors, l'anarchie, dans le dictionnaire du Larousse, ça veut dire le désordre. Je peux vous dire, et j'assume totalement, que le projet de la NUPES, sur de nombreux aspects, cherche le désordre. Le désordre dans la rue. Clémentine Autain dit oui, c'est bien qu'il y ait les urnes, mais c'est bien qu'il y ait la rue aussi. Et puis vous inquiétez pas, qu'on ait ou pas les urnes, on fera la rue. Ça me semble être un projet de désordre. Par exemple, face à vous, Jérôme Gage, il est loin d'être anarchiste puisqu'il a fait toute sa carrière au Parti Socialiste. Mais on est quand même loin de l'anarchie au Parti Socialiste. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment la plus grande, peut-être malhonnêteté de cette affaire. Il n'y a plus aujourd'hui de Parti Socialiste. Il n'y a plus aujourd'hui de Parti écologiste. Il n'y a plus aujourd'hui de Parti communiste. Qu'on ne vienne pas m'expliquer que les X petites, ou moins d'une dizaine ou petite dizaine de députés socialistes, dans un intergroupe, dont personne ne comprend très bien comment ça fonctionne, minoritaires, vont pouvoir imposer leur ligne. Alors, celui qui est arrivé en première position dans cette circonscription, c'est le candidat de la NUPES, Jérôme Gage, ancien député socialiste donc, et ancien président du Conseil général de l'Essonne. Jérôme Gage, lui, faisait campagne à Massy, au marché. Ici, le candidat connaît tout le monde et joue à fond le gars du coin. Bonjour, ça va? Ça va bien? Hein? Tout va bien. Comment ça va, pardon? La forme? Félicitations. Continuons. Dimanche soir, les félicitations. Mais d'ici là, campagne. Et comment ça va? Ça va, la forme? Ouais, très bien. Bonjour, bonjour. Nous étions à l'école primaire ensemble. Tu sais, je ne suis pas certain que ma concurrente, la Madame de Montchalin, elle peut croiser quelqu'un au primaire avec elle à Massy, quoi, tu vois. Jérôme Gage est arrivé en tête dimanche avec 38% des voix, mais avec une abstention de près de 50%. La priorité, c'est d'aller mobiliser les électeurs abstentionnistes, notamment du premier tour, parce qu'ils n'étaient pas conscients de l'existence du scrutin même, à certains endroits. Et puis maintenant, les choses sont claires entre la candidate de Macron et ma candidature. Voilà. Et pas de séduction des électeurs RN qui ont mis un candidat en 3e position? Mais moi je m'adresse pas avec leurs thématiques, etc. C'est pas les miennes, c'est pas mes valeurs, c'est pas mon projet, c'est pas mon programme. Donc moi je m'adresse à l'ensemble des électeurs. Et maintenant, s'il y a des électeurs, quels qu'ils soient, qui veulent s'opposer à la retraite à 65 ans, bah, ils ont mon bulletin de vote pour s'opposer à la retraite à 65 ans. Voilà. L'opposition au programme d'Emmanuel Macron, c'est son argument numéro 1. Dimanche, c'est le 2e tour pour dire stop à Macron. On se mobilise à Massy. Bonjour, dimanche le 2e tour, on a besoin de tout le monde pour dire stop à Macron. Alors on a gagné? Non, on n'a pas encore gagné. Pas encore gagné. On est en tête, ça c'est très important d'être en tête, mais on n'a pas encore gagné. Maintenant là, on n'est plus que 2 candidats. Donc maintenant c'est limpide, c'est clair. Il y a la gauche, le programme de l'Union populaire écologique et sociale et Macron. Voilà, donc c'est oui ou non. Voilà, ok? Et après on se voit. Merci beaucoup. Macron, c'est oui ou non? Ça veut dire que c'est un référendum pour ou contre Macron dimanche? C'est un référendum pour ou contre Macron. On a une partie de la population qui ne veut pas de Macron pour la retraite à 65 ans, pour continuer tout ce qu'il a fait. Donc oui, non, c'est très bien que ce soit un référendum pour ou contre. Une élection quelle qu'elle soit, au premier tour on choisit, au 2e on élimine. Mais ce qui rend la chose aussi séduisante, il y a aussi pour quelque chose. Voilà. Et moi ce que je martèle, c'est, bah oui, mais si vous êtes contre Macron, en même temps vous allez avoir
la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €, la bifurcation écologique, l'allocation autonomie jeunesse, etc., etc. Comme avec Amélie de Montchalin, beaucoup de journalistes suivent Jérôme Guedj ce jour-là et sa réaction n'est pas la même que celle de la ministre. Il y a beaucoup de presse qui vous suit. Ouais. Là, ça vous embête? C'est la vie politique. C'est vous qui décidez les circonscriptions que vous voulez couvrir et moi je respecte le travail de la presse. Il s'avère qu'il y a une ministre, un responsable politique de gauche, une ministre en ballottage défavorable. C'est normal que la presse couvre ça. Bon, après, il ne faut pas que ça perturbe le déroulement de la campagne, mais ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, une campagne électorale, ça doit être vivant. Ils ont tout fait pour que la campagne n'existe pas. Ils ont tout fait pour qu'on n'en parle pas, etc. Ben, à un moment, ils sont rattrapés par la patrouille. Quand une habitante acquise à sa cause réclame plus de débats, voilà ce qu'il répond. Parce qu'avec Macron, il n'y a pas de débat. Ben voilà. Il n'y a pas de dialogue. C'est exactement ce qui m'arrive avec la Madame de Montchalin. Elle refuse tous les débats qu'on propose. Elle ne veut pas la confrontation. Elle préfère m'insulter sur les plateaux que faire la confrontation. Depuis 2 jours, tous vos collègues de télévision me proposent des débats avec elle. Voilà. Elle les refuse tous. Voilà. Léa Salamé, France Inter, BFM, etc. Ils me rappellent après en disant bah non, elle ne veut pas. Et au lieu de ça, elle fait juste une campagne de caniveau qui est assez indigne d'un ministre. L'anarchisme d'extrême gauche, ça n'existe pas, c'est un oxymore. Voilà, mais bon, ça, à mon avis, c'est un peu éloigné de sa culture politique. Mais surtout, venir me repeindre dans ça, c'est ça sa campagne électorale. Mais allons-y, parlons. Pourquoi les lits à l'hôpital de Longjumeau, ils sont en train de fermer? Parce qu'elle a été ministre de la fonction publique et qu'elle a validé les 13 000 lits de fermeture sous le quinquennat de Macron. Pourquoi la classe ici, à l'école Camus, pourquoi il y a des classes surchargées et ça fait des profs non remplacés depuis un moment? Parce qu'elle a été ministre de la fonction publique et qu'elle a aussi validé la politique de Blanquer en matière de recrutement, de rémunération et de formation des enseignants. Voilà, parlons du bilan d'Emmanuel Macron. Regardons concrètement les conséquences que ça a. Mais comme elle ne peut pas l'assumer, ce bilan-là, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle veut nous repeindre en affreux diable avec le couteau entre les dents. C'est le niveau zéro, on a l'impression d'être dans les années 30.